Bonjour David, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je suis Caroline Vipacon-Lamache, j'anime des ateliers d'écriture depuis 10 ans maintenant et notamment grâce à toi David, on en reparlera tout à l'heure. Le principe de l'émission, c'est de recréer justement l'énergie d'un atelier d'écriture sans être en atelier d'écriture, avec un invité ou une invitée qui va décrypter des textes qui nous ont été envoyés sur un défi d'écriture que j'aurais partagé en amont. À cette occasion, il y aura des conseils d'écriture, il y aura des conseils de lecture aussi. On finira par ton propre défi, enfin le propre défi de l'invité du jour qui sera envoyé, qui sera décortiqué au prochain épisode. Voilà, donc c'est Writing Mood. David, donc du coup, je te présente en quelques mots. Du coup, tu es connu pour être le dirigeant de la maison d'édition Aux Forges de Vulcain. Tu es éditeur. Et nous, on s'est connus surtout pour ton autre activité qui est DraftQuest, et aussi ce qui est derrière, donc DraftQuest, une plateforme d'écriture euh, dont tu vas pouvoir parler, et des ateliers d'écriture que toi tu animes depuis 20 ans. Et en fait, il y a eu un atelier où tu m'as convié, c'était à la bibliothèque Louise Michel en 2014, je me rappelle. Ça a été mon premier atelier d'écriture où j'ai été animatrice. Et en fait, je suis tombée amoureuse de cette activité et j'ai continué depuis, même si j'ai fait plein d'autres choses en parallèle. Et aussi, tu as sorti un livre qui s'appelle donc Écrire son premier roman en 10 minutes par jour, que j'ai depuis très longtemps, que j'ai avec ta dédicace du Salon de Paris de 2025 ou 2024, pardon, mais que je n'avais pas terminé de lire. En fait, du coup, je procrastine sur l'écriture, mais aussi sur la lecture. Et c'est très marrant parce qu'il y a plein de choses qu'on va pouvoir aborder qui viennent de ce livre. David, est-ce que l'introduction te va? Est-ce que tu as d'autres choses à compléter? Cette invitation et je suis content que ce soit l'occasion de te revoir. Ah oui, bah oui, parce que la dernière fois qu'on s'est vu, en vrai, c'était au salon du livre, pardon, au festival du livre de Paris, où j'ai pu avoir ma petite dédicace. Qu'est-ce que je voulais dire? Dans ce livre, il y a plusieurs choses qui m'ont fait sourire. Donc déjà, tu commences le premier chapitre avec une citation qui en fait fait écho au nom de l'épisode. Donc une citation de Jane Austen, une de mes autrices préférées. Donc si je ne suis pas d'humeur à écrire, j'écris jusqu'à ce que je le devienne. C'est vraiment littéralement writing mood, d'humeur à écrire. L'autre chose aussi que j'ai notée et que je ne savais pas, c'est par exemple l'expression tuer vos chéris. Je croyais que ça venait de Stephen King, écriture. Et non, en fait, c'est de Faulkner que j'ai étudié à la fac et mince, je l'ai complètement occulté. Et aussi, ce que j'ai noté, il y avait une idée que tu as abordée qui était une sorte de d'émission culinaire de l'écriture. Je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, ça va pas être l'occasion de justement de revoir la recette de l'écriture et surtout de se focaliser sur un ingrédient spécifique qui est l'univers. Donc déjà, quand je t'ai parlé de cette thématique, un univers, qu'est-ce que ça t'évoque tout de suite comme ça voilà. Disons que quand on parle écriture et univers, généralement on parle tout de suite imaginaire parce qu'il y a une tradition dans les littératures de l'imaginaire de créer des univers. Qui est à la fois une bonne et une mauvaise chose. Bonne chose parce que les littératures de l'imaginaire sont entre autres choses des littératures qui peuvent être divertissantes et le divertissement ça passe aussi par nous éloigner de notre quotidien. Ce qui est par contre plus délicat dans comment dire, la notion d'univers dans l'imaginaire, c'est que parfois on oublie que la fiction, ça repose sur le roman, ça fonctionne souvent sur la narration sur l'histoire, et que donc un bon univers ne fait pas du tout une histoire et ne fait pas du tout un bon roman. Voilà. Et c'est vrai que en tant qu'éditeur, je reçois parfois des manuscrits où il y a un univers qui est très développé, mais en fait, il y a pas d'histoire et donc ça présente un intérêt limité. Après, je précise quand même quelque chose, c'est que même si parfois ça m'arrive de donner des petits conseils d'écriture,
j'essaye d'être attentif au fait qu'il y a des choses auxquelles je crois, euh, mais qui sont pas des vérités universelles. Je déteste. Mais en fait, il existe aussi des gens qui aiment ce type de roman. Donc, donc tous les goûts sont dans la nature, voilà. C'est vrai que tu l'abordes dans ton livre, dans ton essai, qui est une sorte de manuel à l'écriture, même si moi je dirais que c'est plus un essai finalement et un retour d'expérience de tes années d'animation, d'atelier d'écriture et aussi d'éditeur. Et je peux le confirmer en plus en animant des ateliers d'écriture à la librairie Le Nuage Vert, qui est un peu, enfin qui est quand même dédié aux littératures de l'imaginaire. Souvent, la majorité des personnes qui viennent en atelier d'écriture, à mes ateliers d'écriture en tout cas, c'est des personnes avec des univers, des univers riches et de littérature de l'imaginaire, de genre justement SFFF, et qui ont tendance à vouloir partager leur encyclopédie finalement, dire regardez, voilà les us et coutumes, voilà les races, voilà la carte monde. Mais par contre, quand on leur demande de pitcher leur histoire, c'est un peu plus flou. Euh, mais par contre, justement, tu abordes aussi dans le livre Mm. la notion de genre, les genres littéraires, euh, les codes aussi du genre qui sont importants et utiles pour le lecteur, en fait. Est-ce que tu peux approfondir ça, par exemple, Mm. aussi bien Oui, et dans alors surtout, l'imaginaire? tu parlais aussi. Oui. Tu parlais aussi là des littératures de l'imaginaire sous l'angle des genres, c'est-à-dire les littératures de l'imaginaire. On dit souvent que c'est trois genres distincts, c'est-à-dire la science-fiction, la fantasy, le fantastique. Et ils ont chacun un rapport à l'univers qui est un peu différent. On s'en rend pas compte. C'est-à-dire, tu parlais d'encyclopédie, mais c'est des choses assez différentes au sens où euh, chacun de ces genres a des versions où où il peut y avoir des univers très denses, des univers moins denses. On parle de high fantasy, low fantasy, par exemple. Dans la science-fiction, le travail d'univers, c'est pas le même si on est dans la dystopie dans l'anticipation simple, dans la hard science, voilà. Et le fantastique, ça va du fantastique classique à l'épouvante, à l'horreur, au gore, voilà. Donc un rapport à l'univers qui est souvent un peu différent. Euh, je dirais que ça peut toujours être intéressant pour un auteur ou une autrice de s'interroger sur pourquoi il choisit un genre et est-ce que les univers qu'il a envie de créer c'est des univers qui sont ces univers ou qui sont en fait des dérivations d'univers déjà existants. Parce que une des difficultés quand même qu'il y a dans les littératures de l'imaginaire, c'est que les littératures de l'imaginaire, c'est des littératures de gens qui sont généralement des gros lecteurs ou des lecteurs intensifs. Donc Ce il qui est se super. crée, c'est super, mais ça crée aussi des bibliothèques mentales qui sont très lourdes aussi. Hmm. Euh, Des et références. c'est ça, et c'est des bibliothèques mentales qui sont parfois euh, qui peuvent être un tout petit peu monocordes. C'est-à-dire que on a lu beaucoup de SF, mais c'est souvent de la SF qui vient du même tonneau. On a lu beaucoup de fantasy, mais elle vient du même tonneau. Voilà. Et quand on écrit un univers et qu'on est en train de construire son propre univers, ça peut être intéressant que mm, l'univers soit original, c'est-à-dire que ce soit pas un univers qui soit dérivé de Dune ou qui soit dérivé du Seigneur des Anneaux ou qui soit dérivé de Conan. Il y a d'autres types d'univers qu'on peut créer et de toute façon, nos lectures nous influencent toujours, donc il y aura toujours Bien des sûr. traces dans ce qu'on écrit, mais se poser la question de qu'est-ce qu'on a à raconter en propre et qui va donner un peu d'originalité à l'univers. Mais la recherche de l'originalité, ça ne veut pas dire chercher le truc le plus bizarre possible ou le plus singulier possible. C'est plutôt se dire qu'est-ce que j'ai en propre, c'est-à-dire qu'est-ce qui est moi et quelle forme ça peut donner à mon univers. Donc aller vers quelque chose de plus original, essayer de décoloniser un peu son imaginaire, le décoloniser par rapport euh, aux littératures américaines qui sont un peu trop importantes dans l'imaginaire, alors que je pense que si on veut faire quelque chose d'original en imaginaire ces jours-ci, il faut s'en éloigner un petit peu.
se nourrir à d'autres formes de littérature, se nourrir à d'autres références, se nourrir à d'autres imaginaires, tout simplement. Euh, voilà, ça c'est un conseil peut-être de réflexion en amont avant de commencer à construire, de se dire comment on fait quelque chose où on s'émancipe un peu de ces univers de référence. Après, petite remarque que je peux faire, mais qui peut être plutôt liée au début au fantastique, c'est que le fantastique, d'une certaine façon, c'est le genre littéraire qui est au sein de l'imaginaire le plus poreux avec la littérature générale, puisque c'est là où il y a le plus d'échanges traditionnellement entre la littérature générale et la littérature de l'imaginaire. Et ça me permet de dire quelque chose sur la littérature générale, c'est que souvent en littérature générale, on pense qu'il n'y a pas d'univers, alors que c'est faux, parce que Hmm. euh, en fait, C'était ma prochaine question. C'était qu'est-ce que c'est qu'un univers dans la littérature contemporaine, la bah, littérature générale, quoi. je pense que dans la littérature générale, parfois, on se dit, le monde que je décris, c'est le monde de tout le monde, donc j'ai pas besoin de le décrire, il tombe sous l'évidence. Or, c'est faux parce que toi et moi, on vit dans le même monde, on va prendre le même RER, mais en fait, on va pas voir le même RER. Et donc, ça veut dire que même en littérature générale, on doit créer le monde. Eh bien, en littérature de l'imaginaire, on doit créer le monde de la même façon, avec quelque chose, une réflexion de qu'est-ce que c'est qu'un monde. Hmm. Voilà. Dans ton Euh, livre, tu cites, par exemple, je savais pas du tout que tu lisais, que tu regardais des K-dramas. Je me suis sentie tellement proche de toi. Je me suis dit, oh, trop bien! Il lui aussi regarde des K-dramas. Bah, tu parles comment ça, je sais plus lequel exactement, mais tu parlais euh, d'un K-drama qui se déroule dans le monde de l'édition, par exemple, qui est alors deux têtes, parce que je l'ai vu il y a 5 ans maintenant, c'était by romance. Romance is a Good Book, ou Ouais, quelque c'est chose comme ça. ça, qui se déroule dans le monde de l'édition. C'est aussi parce que je me disais, c'est un peu triste, il n'y a pas énormément de séries télé qui se passent dans le monde de l'édition. Il y a ce drama-là, il y a un drama, je dirais, danois ou suédois qui s'appelle Love and Anarchy, qui est normalement Ah, sur Netflix. ok. Et il y a une série américaine qui est l'adaptation d'un livre qui s'appelle The Other Girl ou The Black Girl, qui a 2 titres et qui, à mon avis, est peut-être sur Disney Plus en France. Mais en tout cas, je l'ai Ok. vu en France. Bah, Voilà. j'ai pas Euh, Netflix, mais chez mes parents, j'irai regarder. Et j'ai Disney+. Pardon, j'ai pas Netflix, mais j'ai Disney+. Donc j'irai regarder. Mais c'est vrai que c'est surtout dans la littérature. Donc, par exemple, dans Daniel Pennac, bah, il parle du monde de ouais. l'édition. Mais dans la fiction audiovisuelle, on a moins... Alors, dans la fiction audiovisuelle, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait ce terme qui était très employé il y a quelques années, c'est la notion d'arène. Mhm. L'arène, c'était de dire aux scénaristes, aux gens qui proposent des projets, ça se situe dans quelle arène. Et ça Mhm. voulait dire qu'il y avait quand même une réflexion sur, y compris dans quelque chose, dans les univers réalistes, sur dire tout univers réaliste est situé dans quelque chose. Dans des mondes, le monde du travail, mais pas le monde du travail en général, c'est-à-dire une salle des profs, c'est pas la même chose Bien qu'une sûr. chambre, une salle d'opération, qu'un hôtel, que des choses comme ça et que dans chaque univers réaliste, il y a plein d'autres choses qui apparaissent, c'est-à-dire le type de lieu qu'on a, le type d'objet qu'on a, euh, le type de personne, le vocabulaire qu'on emploie entre personnes, ce type de choses. Donc, regarder le monde contemporain quand on est dans notre vie de tous les jours, c'est aussi formateur pour écrire des univers, que ces univers soient dans des mondes réalistes ou dans des mondes imaginaires. Mais ça me fait penser aux bibles de séries que j'ai pu trouver. J'avais trouvé la Bible de Stranger Things, donc qui est voilà, qui est du genre de l'horreur, mais aussi la Bible de Friends, où en fait on a l'appartement de Monica, en fait, qui est son univers, le Hmm. café, et en fait qui est le quotidien de ce groupe d'amis, d'amis amoureux, etc. Et c'est leur quotidien, eux, qui est perçu de leur point de vue à eux. C'est ça qui est intéressant, en fait. Bah, Ouais. du coup, je pense que ça fait une bonne transition sur justement bah, les textes qu'on nous a envoyés et que tu vas pouvoir décrypter avec moi. Je vais partager mon écran. Donc, on va arriver sur
Ah oui, ça fait un truc comme ça. Alors, écran, investir, nanana. Ah voilà, fenêtre d'application. Donc en fait, on va arriver dans la plateforme d'entraide de Writing Mood, qui est réservée aux personnes qui ont participé à au moins un atelier d'écriture avec moi depuis 2014. Donc ça va, il y a eu quand même, il y a eu 1000 participants, donc normalement, tout le monde va pouvoir venir. Mais c'est quand même réservé. Et on va commencer par David B, qui nous a envoyé ce document que tu as sous les yeux et je vais aussi lire pour le podcast. Alors, c'est au pied d'une arche de verre, les cheveux balayés par le vent, puissant, qu'il a trouvé, égaré au milieu du sable, ce petit éclat de verre noir, au reflet ambré, un moulage ancien à l'origine oublié. Sa mère, qui le tient par la main, l'invite à continuer la marche. Sur la plage, au petit matin, tandis que ses doigts triturent cet artefact qui allait devenir pendant longtemps son porte-bonheur fétiche. Cette découverte, c'est son premier souvenir, l'image fondatrice de sa mémoire qui a inauguré le cours de sa vie. Cet instant, remémoré dès qu'il se saisit du petit éclat ébréché en forme de losange, calé au fond de la poche de son pantalon rapiécé. Une pierre vitrée qui connecte tous les éléments de sa vie, écho de ses pensées, de ses craintes comme de ses espoirs. Cette gemme, il la tient dans sa main quand sa mère, d'un léger sourire, lui demande de lui passer le sel. Néphos, à quoi penses-tu encore? À rien. Nous devons bientôt y aller. Termine ton assiette. Il avale les 3 dernières feuilles de salade verte avec le reste de la tarte de blé, puis court jusqu'à sa chambre. Néphos, tu ne veux pas nous souhaiter un bon voyage? Bon, puisque c'est comme ça. Ses parents terminent leurs préparatifs, puis habillent sa petite sœur, encore bébé, tandis que Néphos est allongé, la tête dans l'oreiller, pour ne pas vivre encore ce moment où il doit se séparer de ses parents pendant plusieurs jours. Ces expéditions ont pourtant lieu régulièrement, mais à chaque fois, c'est comme si tout son monde s'écroulait à nouveau. À 6 ans, la notion du temps est fragile, à reconstruire au moindre événement perturbateur. Ses parents sont ses seuls piliers, la colonne vertébrale de son existence, le roc de sa vie. Allez, Néphos, on doit te déposer à la garderie. Et ta sœur à la crèche, nous sommes en retard. Mais il ne veut pas bouger, alors son père le tire de force, le prend dans ses bras, le bascule par-dessus son épaule, et il en sort ainsi. Et il sort ainsi. Néphos, qui garde les mains sur ses yeux pour ne pas voir l'inévitable. Sa sœur, elle est bien silencieuse, dans son berceau. Il entend le sourire de sa mère, excédé par ses manières enfantines, puis écoute les pas de ses parents sur le sol terreux, le bruit mat de leurs bottes abîmées sur la terre asséchée de la cité, suffisamment éloignée de la mer pour ne pas être humide à cet endroit. Autour, le brouhaha des passants, qui se dirigent vers leur destination quotidienne en cette heure de pointe matinale, et le roulement des chariots qui doivent apporter les livraisons dès la première heure. Franchement, qui porte son gamin ainsi? Cet enfant doit être bien difficile à vivre, un vrai petit garnement. Il ne saisit pas encore l'entièreté de ces colibés dont ces inconnus l'affublent. La ville est encore trop grande pour lui, et l'étroitesse de sa chambre lui suffit amplement. Si seulement il pouvait ne jamais la quitter et rester éternellement auprès de ses parents. Nouvel arrivage de fruits de mer, venez voir nos beaux crabes. L'odeur âcre des produits de la mer s'invite à ses narines, bientôt couvertes par des parfums plus sucrés, probablement des fruits, puis des légumes. 10 sous le kilo de pommes. Des gens se précipitent, les sacs qui se frottent aux vêtements dans la foule pressée, les mains qui manipulent les fruits, qui produisent un léger tapement lorsqu'ils retombent les poignées dans lesquelles ils ont été brièvement emportés. Par endroits, pardon, des brins de paille écrasés sous les pas des commerçants et leurs clients. Le cliquetis des pièces échangées, les porte-monnaies qui s'ouvrent et se referment, par moments recouverts par le ricanement des mouettes, venues humer les senteurs des produits frais, dont certaines se battent bruyamment, peut-être pour une pomme tombée du comptoir. Plus loin, des sons secs de petits objets en bois, probablement des joueurs de parties de dames, le bruissement du papier, la page qui se tourne, le livre feuilleté à côté d'une tasse en céramique reposée sur la table dans un léger tintement aigu, après une gorgée de café bien chaud, englouti, puis la cuillère qui vient touiller le sucre restant. Le biscuit croqué, mâché quelques secondes puis avalé. Les voix qui discutent, échangent, s'entremêlent et s'élèvent dans le concert des claquements de pas. Enfin, une nouvelle clameur s'invite, des bruits de bottes coordonnés qui s'avancent. Cavalier en marche! Fou en marche! Pion en marche! Soudain, son père le dépose au sol. Néphos garde les yeux fermés tandis que son père le prend dans ses bras. Sa mère ensuite se rapproche de lui. Tu boudes encore, Néphos, si tu savais comme je t'aime, mon amour. Elle l'embrasse, il sent le contact, bref, de ses lèvres contre sa joue, puis son parfum qui s'éloigne. Quand il rouvre les yeux, ils n'appartiennent déjà plus qu'à la rue qui lui fait face. Voilà ce premier texte de David.
un autre David, David B. Je rappelle la consigne aussi qui était le défi d'écriture de ce soir dans la thématique de l'univers, qui était de décrire, écrire, jeu de mots voulu, décrire un lieu à partir de ses sens. Voilà, est-ce que tu aurais des retours? Qu'est-ce que tu as pensé de ce texte, David? En fait, moi, en atelier d'écriture, je fais très peu de retours sur les textes, ce qui fait que petit à petit, j'avais évolué vers quelque chose où c'était plus de l'ordre de la conférence. Mhm. Euh, Parce que l'atelier d'écriture, je pense que c'est quelque chose un peu sur le long terme, où des égos se lisent. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de position de surplomb qui me permettrait Oui, bien sûr, là, d'avoir... t'as ta casquette d'animateur d'atelier d'écriture et Oui, oui, hein. non de savant, Mais quoi. Mm. voilà. Mais disons que je dirais que parfois, pour créer un lieu, ça va se jouer sur une seule phrase qui est assez simple. Euh, et je dirais que, par exemple, euh, là, il y a tout ce qui est, par exemple, mouette, cliquetis, bruit de la ville, sont des choses qui sont assez évocatrices. Là, euh, je pense que parfois, on donne un tout petit peu trop d'éléments au lecteur. Je pense que Alors qu'il n'y a pas besoin. souvent, c'est ça, c'est que souvent, même, c'est pire que ça, c'est le côté exaltant de l'écriture de fiction, c'est que souvent, pour que l'écriture de fiction fonctionne, il faut qu'il y ait un petit effet de creux. L'effet de creux, c'est qu'on laisse le lecteur ou la lectrice faire du chemin. Donc, je peux comprendre au moment où on fait un premier jet. Le premier jet, il est très effervescent, il y a beaucoup de choses qui apparaissent. Je pense qu'au moment de la relecture, il faut se dire qu'est-ce que je peux couper et Hmm. et que ça fonctionne encore. C'est vrai que tu en parles Euh, dans ton livre donc tout à l'heure tu parlais des tuer vos chéris, mais aussi de euh, le fait que en fait le lecteur en fait il est aussi co-auteur finalement il s'approprie le texte donc il faut le laisser aussi s'emparer et j'avais vu une conférence aussi de Thibaut Malfoy qui disait faut arrêter de prendre ses lecteurs pour des idiots en fait ils peuvent très bien imaginer des choses. Après je pense que oui, de toute façon, là, tous les textes qu'on lit aujourd'hui et dans tous les autres épisodes sont des premiers jets, donc il faut partir du principe que ouais. ils relèvent un défi sur le moment et ils savent qu'ils veulent le relire et le réécrire en fonction bah, de nos retours, mais aussi de eux, de leur propre retour critique. Moi, en tout cas, je sais pas si, enfin, je pense que tu as pu le voir et l'entendre surtout, quand je lisais les phrases, elles étaient longues. Elles étaient assez longues et Par du coup, exemple, je pouvais pas respirer des fois et c'est vrai que je me dis, mais est-ce que c'était si utile que ça? Des fois. en fait, le truc, c'est que alors, il y a des grands écrivains qui faisaient des phrases longues. Euh, Moi, c'est très simple. C'est du moment que ça fonctionne, ça va. Hmm. Là, je pense que, par exemple, euh, il il y a une facilité dans beaucoup de romans qui est de commencer par un mini-dialogue. Là, je pense, par exemple, que le récit pourrait commencer par le mini-dialogue, c'est-à-dire à Néphos, à quoi penses-tu encore? Hmm. Parce que, en fait, ce qui est auparavant, je pense que ça ressemble à des éléments de caractérisation du personnage qui seront utiles, mais qui pourraient apparaître plus Plus tard tard. Hmm. dans le texte. Là, commencer avec une scène où l'enfant, en fait, va voir ses parents partir, on comprend assez vite que les parents doivent partir, l'enfant doit rester, que c'est quelque chose qu'il a déjà vécu. Voilà, donc tout ça, je pense que se recentrer sur le dramatique, ça permet aussi après de voir ce qui est utile d'un point de vue description. Euh, Là, en fait, ça pourrait être intéressant peut-être d'accentuer un tout petit peu l'opposition entre la description de la chambre, parce qu'on voit pas très bien Oui, à très quoi sereine, très calme. va, et Et le monde si... extérieur Hmm. qui est plus agité. Oui, Ça peut être une piste aussi. Euh, Après, je trouve ça... Et puis, ce que je vois souvent, c'est que dans beaucoup de textes, l'écriture commente un peu trop. Hmm. Là, il y a peut-être beaucoup de moments qui sont des formes de commentaires qui peuvent être coupés. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un bon premier jet, Oui, mais avec des petits coups de ciseau, oui. euh,
il peut gagner en efficacité, c'est ça, c'est que Oui. souvent la simplification fait gagner en puissance un texte. Mm. Et, et voilà, juste alors une toute petite remarque sur qui peut être utile pour la notion d'univers, c'est Oui. que par exemple, il y a un moment où il y a marqué 10 sous le kilo de pommes. Et le kilo, en fait, c'est une unité de notre monde. Et si c'est un Mm. qui n'a pas de lien direct avec le nôtre, on recommande souvent de ne pas utiliser des référents de notre monde. Alors, il y a deux stratégies. Il y a la stratégie d'inventer des référents dans le monde. Mhm. Il y a des auteurs de fantasy qui vont inventer tout un vocabulaire à part. Ouais. Moi, j'aime pas trop. En tant que lecteur, je pense que le gain est très limité et par contre, ça fait perdre beaucoup de choses. Ça peut être dissous le sac de pommes ou quelque chose comme ça parce que Mm. sac, c'est quelque chose qui peut être évocateur ou autre chose, hein. Moi, je suis pas auteur, mais on peut aller vers un peu plus de simplicité. Mais Ouais. souvent, dans la création d'univers, c'est aussi ça c'est un mécanisme assez intéressant. Mm. C'est comment on montre l'altérité et la familiarité. Et surtout, c'est une règle, c'est qu'on évite les métaphores ou les comparaisons qui font référence trop à notre monde. Notre réalité, ouais. Mm. Ça casse un effet de création, tout simplement. Mm. Oui, c'est une bonne piste pour créer l'originalité justement dans son Mm. texte. Et moi, il y avait aussi autre chose, c'est que tout à l'heure, tu parlais d'éléments qui sont assez évocateurs, qu'on connaît déjà, ou enfin des lieux Mm. communs en fait que tu mentionnes cette notion dans ton livre, des topos en fait un petit peu, bah, justement la scène du marché. On te comprend très Mm. rapidement, en fait, voilà, de dire le marché par exemple ou la Mm. ruelle, ou enfin de manière plus efficace, sans avoir à trop détailler, mais peut-être Mm. en faisant ressortir plutôt des choses qui interpellent ou qui sont un peu différents, par exemple, qui sont en lien à l'univers ou alors qui détonnent par rapport au quotidien du personnage. Donc, une odeur un peu étrange qu'on ne retrouve pas dans un marché. Donc, d'habitude, le poisson, je pense que ça, on le sait, voilà. Mais une odeur de brûlé, par exemple, dire, ah, c'est bizarre, ça, il y a peut-être un incendie dans le coin. Enfin,